bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du mardi. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'accueillir le professeur Sébastien Rubin, donc, qui est professeur universitaire et praticien hospitalier dans un service de néphrologie, transplantation, dialyse et aphérèse au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Donc, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire et avoir accepté notre invitation. Et donc, on va explorer ensemble un sujet de santé publique qui est l'hypertension artérielle chez les femmes. Et donc là, l'idée, c'est d'aller interroger la question d'un point de vue épidémiologique, parce que c'est une situation qui est préoccupante en France, tant sur le plan du dépistage que de la prise en charge. Et donc là, l'idée, c'est un peu de balayer la situation ensemble et de pouvoir après, comme on le fait classiquement, dialoguer avec le professeur Rubin par rapport à cette question primordiale. Donc, comme d'habitude, mais juste pour un petit rappel, hein, cette session est enregistrée et donc vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, la visionner sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Et comme à l'accoutumée, les personnes qui sont connectées, on vous invite à utiliser la commande questions et réponses pour communiquer avec les intervenants, sachant que en plus du professeur Robin, on a la chance d'avoir avec nous Cécile Vigneault et Nathalie Bonvalot qui pourront commencer à amorcer un dialogue avec le professeur Rubin en complément, bien évidemment, des questions que vous serez amenés à poser les unes et les autres. Merci beaucoup à vous. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la main au professeur Rubin. Professeur Rubin, en direct de Bordeaux, c'est à vous de jouer. Bonjour, merci. En direct de Bordeaux et comme mon fond d'écran ne le laisse pas présager. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Euh, J'espère que vous voyez bien mes diapositives. C'est bon pour vous. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour l'invitation, effectivement. C'est un grand plaisir hein, de venir échanger sur. Vous parliez dans l'introduction d'un sujet de santé publique. J'aurais presque tendance à dire le sujet de santé publique, au moins l'hypertension artérielle, et la situation de la femme est aussi très préoccupante, mais l'hypertension artérielle en France est d'une manière globale extrêmement préoccupante. Et la femme, c'est encore pire. Je vais essayer de vous le montrer pendant cette présentation. Et effectivement, je suis néphrologue donc au CHU à Bordeaux, comme vous l'avez rappelé. Et donc, un grand merci pour cette invitation. Donc voici mes liens d'intérêt. Euh, Excusez-moi, j'ai un petit problème avec le zoom là. Voilà, c'est bon. Je voudrais juste réduire la commande. Voilà. Voici mes liens d'intérêt en rapport avec la présentation. Alors moi, j'aime bien commencer les présentations par des choses extrêmement positives. C'est finalement de quoi allons-nous mourir tous quand on regarde les causes de décès dans le monde. Et donc, on va d'abord parler dans le monde et puis on va zoomer pour aller jusqu'en France pour voir les différences et les points communs, parce qu'il y a surtout des points communs. Et ben, ici, vous avez donc c'est les données du Global Burden of Disease, c'est un groupe épidémiologique qui publie beaucoup dans le Lancet, qui est une des plus grandes revues médicales du monde. Donc, c'est des papiers qui sont absolument merveilleux, hein, qui décrivent l'état de santé des populations. Donc, il y a énormément de données. Et bien sûr, une des données phares, hein, c'est les causes de décès dans le monde. Et ici, vous avez, donc on est en 2017, mais les données, on peut changer depuis 5-6 ans. Et donc, vous avez les causes de décès dans le monde en fonction de l'âge, hein. Et donc, bah, effectivement, il y a des causes spécifiques de la mortalité infantile, mais c'est effectivement pas les causes cardiovasculaires qui dominent la mortalité infantile. Mais vous voyez, dès qu'on grandit en âge, tout ce bleu clair là que vous voyez, c'est le décès d'origine cardiovasculaire, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et c'est ce qui prédomine très largement dans le monde, les causes de décès cardiovasculaires. Et donc finalement, un message assez simple, c'est quand moi j'ai un patient qui me demande de quoi il va mourir, et ben un patient qui a un certain âge, c'est-à-dire qui a dépassé la cinquantaine, la probabilité qu'il meure soit d'un cancer, soit d'une cause cardiovasculaire, c'est quand même aujourd'hui dans le monde et aussi en France, je vais le montrer, les deux causes de mortalité les plus importantes.
Alors, on parle de cancer, mais quand on regarde dans le monde, ici vous avez les causes de décès un peu plus récentes, en 2021 dans le monde, c'est de très loin les causes cardiovasculaires qui dominent. Donc là, tout âge confondu, 20 millions de décès par an de causes cardiovasculaires. Et pourquoi l'hypertension artérielle est un enjeu majeur dans ce contexte-là? Tout simplement parce que quand vous regardez les données de décès dans le monde et que vous estimez la part attribuable à différents facteurs de risque, eh ben, les décès cardiovasculaires, c'est le numéro un et 20% des décès, des décès dans le monde sont attribués à l'hypertension artérielle. Et cette cause-là, elle augmente de manière très importante, puisque, comme vous voyez, entre 90 et 2020, dans les 30 dernières années, on est passé de 15 à 20%. Le poids de l'hypertension artérielle dans les causes de mortalité dans le monde, dans le plus gros, en termes de facteurs de risque, augmente depuis une trentaine d'années. Alors maintenant, zoomons un petit peu en France. Alors en France, on a ce qu'on appelle le French Paradox. On est dans une situation très unique, dont on pourrait d'ailleurs discuter, qui fait qu'en France, le cancer domine un peu les mortalités assez proches, hein, mais il y a un lobby très fort depuis le plan cancer de Jacques Chirac qui a fait un focus sur le cancer, et à très juste titre d'ailleurs. Mais finalement, on oublie beaucoup mais en France aussi, dans le monde, vous l'avez compris, mais en France aussi, les décès d'origine cardiovasculaire sont quasiment équivalents aux causes de décès d'ordre du cancer, en France notamment. Et spécifiquement en France, 50% des décès d'origine cardiovasculaire sont secondaires à une hypertension artérielle. Donc, la moitié des décès, qui est la cause première quasiment ex aequo avec le cancer en termes de mortalité en France, est la première dans le monde, est imputée par une hypertension artérielle. Et donc, c'est là où on comprend l'enjeu de l'hypertension artérielle. Et donc, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Euh, je disais au début, on a eu le plan cancer avec un focus très fort sur les causes d'origine cardiovasculaire, de cancer, pardon. Mais en fait, si on regarde dans le monde, j'aime beaucoup cette donnée, donc je vous présente beaucoup de données d'un site internet qui s'appelle Our World in Data, hein. Donc vous avez le logo ici. C'est un site absolument merveilleux que ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à le consulter. Vous avez des données sur tout, la santé, l'éducation dans le monde et ça. Et donc là, je vous parle de données de santé. Mais j'aime beaucoup ce graphique-là qui montre les causes de décès. Donc on est aux États-Unis, mais finalement en France, c'est pareil, hein. Les causes de décès de la population américaine, donc cardiovasculaire en tête, suivi du cancer, enfin à peu près pareil, hein. Ils n'ont pas le French Paradox, donc ils sont dans la situation de cardiovasculaire un peu plus que le cancer. Et quand vous regardez la couverture médiatique ou les recherches sur Google, vous voyez cette asymétrie, puisque la cause cardiovasculaire a clairement perdu le combat, hein. Regardez, 30% des décès, mais 2% des recherches Google en termes de risque de mortalité. Quand les gens s'intéressent aux causes de décès, 2% c'est sur les cardiovasculaires et 40% sur le cancer. C'est-à-dire la cause cardiovasculaire aux États-Unis, mais en France, très pareil, a perdu le combat, et donc il faut, ou souvent une bataille, j'espère, et pas le combat, de l'intérêt de la population, et c'est bien dommage, parce que c'est dans le monde la cause majeure du décès. Alors, la couverture médiatique, n'en parlons pas. La couverture médiatique est également pas, malheureusement, à la cause cardiovasculaire. Alors, c'est dommage qu'on ne parle pas assez de cardiovasculaire, et c'est encore, au moins, c'est aussi dommage qu'on ne parle pas beaucoup d'hypertension artérielle, puisque, comme je vous l'ai dit, l'hypertension artérielle, c'est 50% des décès d'origine cardiovasculaire. L'HTA en est la cause pour 50% d'entre eux. Et l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque ou une maladie. On pourrait aussi discuter de ces concepts, mais je vais vous présenter là en termes de facteur de risque. Et c'est un facteur de risque extrêmement facilement modifiable. C'est pour ça que c'est dommage qu'un facteur de risque modifiable qui cause 50% des décès soit finalement n'amène pas un intérêt à la hauteur qu'il le mériterait. Je rappelle ça parce que c'est ce que je dis beaucoup à mes patients, quand ils prennent leur pression artérielle, donc ils ont un chiffre, 120, 130, 140, 150, le premier chiffre, 150 mm de mercure, c'est le premier chiffre, dont on parle là. Bah, je leur dis qu'à chaque fois qu'ils baissent leur pression artérielle de 10 mm de mercure, donc passer de 140 à 13 ou de 14 à 13 en fonction de l'unité qu'on emploie, donc passer de 14 à 13, c'est quoi? Eh ben, c'est dans l'année 10% de mortalité en moins, 25% d'AVC en moins, 15% d'événements cardiovasculaires toutes causes en moins. Bref, c'est majeur, c'est énorme. Et 10 mm de mercure de baisse de pression artérielle systolique. Je vais essayer de vous le démontrer, mais c'est extrêmement facile si on n'a pas d'inertie et qu'on est aidé par les pouvoirs publics à obtenir. Donc, une fois qu'on a dit ça, regardons le contrôle de l'hypertension artérielle. Alors, le contrôle de l'hypertension artérielle dans le monde,
Ici, vous avez bon, les principaux pays, hein. Ici, vous avez l'Afrique, les Amériques, l'Asie du Sud-Est, toute la population européenne, le Pacifique. Et qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez ici le pourcentage d'adultes atteints d'hypertension artérielle, hein. Donc, c'est-à-dire que ici, là, c'est tous les patients qui sont atteints d'hypertension artérielle, ceux qui en sont indemnes. Donc, attention, l'échelle ne va pas jusqu'à 100, hein. L'échelle va jusqu'à 60%. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quand la couleur est pleine, c'est que les populations sont contrôlées, hein, la pression artérielle n'est pas contrôlée, pardon. Et quand la couleur est plus claire, c'est que la population, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle. Vous voyez des pays qui contrôlent très mal leur hypertension artérielle. Nous, on est là en France, hein, je vous ai mis la petite flèche. Et donc, vous voyez qu'on va le voir plus en détail, mais on a finalement, parmi les hypertendus, très très peu hein, qui sont contrôlés. Je vous le dis tout de suite, c'est 25%, sans faire de spoil. Mais vous voyez que quand on regarde dans le monde, hein, on n'est pas du tout compétitif, puisqu'il y a beaucoup de pays qui font bien mieux que nous. Et l'hypertension artérielle, c'est un problème mondial et c'est aussi un problème français. Alors, la présentation parle de l'impact du sexe et du genre. Je parlerai de ces deux notions dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Ce que je peux vous dire dans le monde, c'est que quand vous êtes un homme et que vous avez une hypertension artérielle, en moyenne dans le monde, 18% ont une hypertension artérielle contrôlée. C'est-à-dire on a pris en charge leur facteur de risque cardiovasculaire, on a baissé leur pression artérielle à une cible, à un seuil, un objectif, on a atteint l'objectif. Et quand vous êtes une femme, c'est un peu plus, 23%, un peu mieux contrôlé dans le monde. C'est très peu quand même, hein. Sur 100 hypertendus, 18 hommes ou 23 femmes sont contrôlés. C'est très, très, très faible. Alors, pourquoi je dis que la situation française est particulièrement inquiétante? Euh, Elle est inquiétante pour deux points principaux, pardon. C'est qu'un, elle est mauvaise. Elle est mauvaise quand on se compare, je vais vous le montrer. Et deux, elle s'aggrave. Elle s'aggrave. Euh, L'hypertension artérielle en France, donc ça, c'est des données de Santé publique France, donc qui a fait une étude hein, qui s'appelle l'étude Esteban, qui a été, quand elle a été publiée en 2018, extrêmement commentée, puisqu'en fait, elle a comparé la prise en charge de l'hypertension artérielle entre 2006 et 2015 en France, et elle a montré ces données-là qui sont un peu, qui sont schématisées sur ce graphique-là. Elle a montré que sur 100 hypertendus en France, donc c'est pas 100 personnes, hein, c'est 100 hypertendus. 54%, quand vous étiez un homme, 54% ne sont même pas traités, ne sont pas informés qu'ils ont une hypertension artérielle, ne sont pas pris en charge. Parmi ceux qui sont traités, donc les autres sont traités, regardez, vous n'en avez que 26 qui est traité et qui a l'objectif pardon, vous en avez 19 qui est traité et qui a l'objectif de pression artérielle, et 26 qui est traité, mais malgré les traitements qu'ils ont, probablement parce qu'ils n'en ont pas assez, ne sont pas à l'objectif de pression artérielle. Et qu'est-ce que voit ce message? C'est qu'en 10 ans, la France n'a fait aucun progrès en termes de contrôle de sa pression artérielle. Quand vous regardez les hommes, aucun progrès, puisque vous avez toujours autant d'hommes qui ne sont pas traités et aussi peu qui sont contrôlés, 20%. Et plus inquiétant encore, alors que la situation des femmes était meilleure en 2006, puisque vous voyez que vous aviez que 38% des femmes qui n'étaient pas informées de leur pression artérielle enfin, d'avoir une hypertension artérielle et qui n'étaient pas traitées, cette situation s'est aggravée puisque en 2015, il y a de plus en plus de femmes qui sont hypertendues mais qui ne le savent pas. Et les contrôles de l'hypertension artérielle chez la femme est passé de 36% des femmes hypertendues contrôlées à aujourd'hui plus de 29%. Elles sont en train, les femmes, de rejoindre le contrôle tensionnel extrêmement médiocre de la population masculine. C'est une situation catastrophique, et d'autant plus catastrophique que je vais vous montrer l'impact que ça a particulièrement chez les femmes de ne pas avoir une pression artérielle qui est contrôlée. Et une autre information qu'a montré l'étude Esteban que je vous présente, c'est qu'en France, et il y a beaucoup d'autres données, on le sait maintenant, 30% de la population adulte est hypertendue. Donc si je résume, vous avez un facteur de risque ou une maladie, on pourrait encore une fois discuter de cette notion, mais vous avez un facteur de risque qui concerne 30% de la population adulte, un adulte sur trois, et parmi les adultes, donc cet adulte sur trois qui est hypertendu, il n'a que 25% de chance d'être contrôlé, puisque c'est homme ou tout sexe confondu, 20% si c'est un homme ou 30% si c'est une femme, d'être contrôlé sur le plan de sa pression artérielle. Et c'est bien dommage, puisque je rappelle que l'hypertension artérielle est responsable de 50% des décès d'origine cardiovasculaire, qui est la première cause de décès dans le monde. J'espère qu'avec ces quelques phrases, je commence à vous convaincre de l'importance de la prise en charge de cette pathologie. Alors avant d'aller augmenter le niveau de détail sur la situation spécifique des femmes, je voulais vous présenter d'autres données qui sont assez originales puisque c'est des données, ce qu'on appelle des études flash. Alors pourquoi c'est assez original dans les données épidémiologiques? Parce que les études flash
se base sur un mode d'analyse qui est proche des sondages d'opinion, puisque c'est un échantillon qui est représentatif de la population française, qui a été longtemps fait par l'Institut Cantar. Et cet échantillon de la population française est redressé pour être, en fonction des répondeurs, bien représentatif de la population française. Et elle nous donne des éléments qui sont, je crois, très importants à prendre en compte pour comprendre pourquoi la situation s'aggrave sur le plan du contrôle de la pression artérielle en France, comme je vous le montrais, ou tout au moins pourquoi elle ne s'améliore pas. L'hypertension artérielle fait partie de ces pathologies qui est une pathologie silencieuse. On a pas mal d'avoir une hypertension artérielle et qui a été victime d'un bashing extrêmement fort, médiatique, sociétal sur les médicaments. On disait ah c'est ces médecins qui vous donnent des médicaments antihypertenseurs, c'est parce ils sont achetés par l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Ce qui fait que quand on regarde les données qu'avaient montré les données de ces enquêtes flash, qui sont reproductibles, on voit que au fur et à mesure des années, hein, on a perdu 1 million de patients, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de patients qui sont traités pour l'hypertension artérielle. Donc ça a été le cas également pour les statines, hein. Vous savez, les statines ont été victimes d'un patching encore plus fort, hein. Et donc on a considérablement diminué ces traitements qui traitent la dyslipidémie, hein, le cholestérol. On a considérablement perdu, on a perdu 2 millions de patients traités entre 2010 et 2020, et on a perdu 1 million de patients traités entre 2010 et 2020 sur l'hypertension artérielle. C'est pas parce qu'il y a moins d'hypertendus, hein, bien au contraire. Toutes les données épidémiologiques montrent que c'est au moins stable, voire en progression, l'hypertension artérielle. Non, c'est juste il y a moins de patients qui prennent des traitements parce que soit ils ne veulent pas le prendre, soit on ne leur en prescrit pas, soit on pourrait discuter de toutes les hypothèses. Et pour les rares, je force un peu le trait, mais qui ont encore la chance d'être traités par un antihypertenseur, ce qu'a montré ces études, c'est qu'en fait, ils ont de moins en moins de molécules. C'est-à-dire on sait que pour contrôler l'hypertension, il faut un, deux, voire trois médicaments en moyenne. Et donc, vous voyez qu'il y a de moins en moins de patients qui ont deux médicaments et de plus en plus qui en ont un. Donc, il y a moins de patients traités et ceux qui sont traités ont moins de molécules pour contrôler leur hypertension artérielle. Tout ça explique assez facilement la situation très inquiétante de l'hypertension en France. Alors, les femmes sont dans cette ambiance-là, hein, les femmes françaises sont dans cette ambiance d'avoir une organisation de notre prise en charge de l'hypertension artérielle en France qui est inquiétante. En plus, elles ont des spécificités qui ont été, je crois, bien mises en avant pendant la pandémie à Covid-19. Alors, c'était une situation dont tout le monde a connu, extrêmement singulière. Et sur le plan des médicaments cardiovasculaires, donc on est vraiment sur une étude française, hein, on est uniquement sur une étude française. Ici, vous avez le lockdown, le premier confinement, le second confinement, le troisième confinement, etc. Et ce qui a été montré, c'est cette situation très inquiétante durant le premier confinement, c'est qu'on a eu beaucoup moins, on a eu donc en bleu là, hein, donc la courbe bleue se cache derrière la courbe jaune ici, hein. La courbe bleue, c'est l'introduction des médicaments antihypertenseurs, en vert, c'est des statines, hein, des hypolipémiants, des anticoagulations, des traitements anticoagulants ou des patchs, enfin des médicaments qui aident au sevrage tabagique. Et donc, vous voyez que pendant le confinement, parce qu'effectivement, hein, on voyait moins de médecins, la société devait affronter une situation extrêmement nouvelle avec un focus qui n'était plus du tout, déjà qu'elle est peu en temps normal sur l'enjeu cardiovasculaire, ben là, elle n'était plus du tout. Et donc, on a effectivement perdu, donc c'est le risque relatif d'avoir une introduction de traitement, c'est-à-dire 40% de chances de moins d'avoir une introduction d'un nouveau médicament, par exemple antihypertenseur, pendant le confinement. Mais finalement, on pourrait se dire, bon, on pourrait se dire, OK, la situation est redevenue, après le confinement, on a regardé, notamment sur les traitements de dyslipidémie, il y a eu un petit effet rebond après le confinement, ce qui n'est pas le cas des antihypertenseurs. Mais bon. Mais quand on regarde dans le détail entre la différence entre les hommes et les femmes, et donc vous comparez entre les hommes et les femmes, donc là vous avez les différentes classes d'âge, hein, et à chaque fois vous différenciez les hommes et les femmes. Et donc ici vous comparez 2020, donc finalement pendant l'année 2020, là où il y a eu deux premiers confinements, par rapport à l'année de référence qui était 2017-2018, et ben vous voyez que les femmes, donc ça c'était la probabilité d'avoir un traitement antihypertenseur quand vous en aviez besoin. Donc il y avait une baisse chez les hommes, mais en fait pas tant que ça, et un effondrement chez les femmes. Et plus inquiétant encore, c'est qu'en 2021, quand la situation est redevenue normale, les hommes ont rattrapé leur retard, mais les femmes n'ont jamais rattrapé. Ça continue à avoir moins de prise en charge, d'introduction d'antihypertenseurs. Comme s'il s'était passé un avant et un après pendant la pandémie à Covid-19 sur la prise en charge spécifique des femmes dans leur risque et dans leur prévention cardiovasculaire. Peut-être qu'elles ne prenaient pas
assez soin d'elles. On pourrait discuter sur ça. La pandémie a baissé fortement l'intérêt sur l'introduction des médicaments à prévention cardiovasculaire. Et alors que les hommes en post-pandémie sont revenus à une situation normale, voire une petite augmentation pour rattraper le retard, ça ne s'est pas du tout retrouvé chez les femmes qui sont restées dans cette situation. Et donc, il y a vraiment un avant-après spécifique chez les femmes. Et je voulais vous montrer ce petit graphique que j'aime beaucoup je vous parlais des enquêtes flash tout à l'heure. Les enquêtes flash là qui sont soutenues par le Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle et la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, la FRHTA, a publié ces données, on va les publier en 2022, qui sont des données très originales sur l'activité physique, hein. Et vous savez que l'activité physique fait partie de la baisse du risque cardiovasculaire, améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle. On conseille nos patients d'aller faire de l'activité physique. Bah, les femmes prennent aujourd'hui moins de médicaments sur l'hypertension artérielle, mais aussi font moins d'activité physique. Est-ce qu'elles en ont moins envie ou est-ce qu'elles en ont moins le temps? On pourrait échanger sur ça, mais en tout cas, notre société constate qu'il y a plus de femmes qui ne font pas d'activité physique par rapport aux hommes. Encore une différence très importante. Ceci étant dit, grâce à cette prise en charge euh, que je qualifierais, et c'est un peu une art de la litote, mais de insuffisante, on assiste en France depuis une dizaine d'années à une réaugmentation de la pression artérielle, de l'hypertension artérielle en termes de facteurs de risque de décès. Ici, vous avez les facteurs de risque de mourir qui amènent à un mort en France, spécifique en France. Et vous voyez qu'on a la lutte contre le tabac, on a baissé ce facteur de risque qui était un facteur de risque très important, tout comme on a baissé l'hypertension artérielle donc qui est la courbe verte, pendant des années, là, jusqu'aux années 2015. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, la pression artérielle s'aggrave en France, on l'a dit, il y a moins en moins de patients traités, la situation s'aggrave, et ben, le facteur de risque hypertension artérielle en termes de risque de décès en France réaugmente. Et c'est donc effectivement une situation très, très alarmante. Et j'insiste encore que cette situation est, vous l'avez compris, encore plus grave chez la femme. Alors oui, mais on peut se dire, vous savez, bon, Sébastien Rubin, il nous raconte ça, machin truc, mais en fait, est-ce que les autres font mieux que nous? Vous savez, souvent quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se rassure. Mais c'est dans le domaine de l'hypertension artérielle, quand on se compare, on s'affole. Puisque quand vous comparez la France, que vous le mettez en compétition, enfin en comparaison avec les grands pays dans le monde qui ont un système de soins euh, qu'on considère au moins équivalent au nôtre, hein, voire même si on pense que le nôtre est le plus performant, on peut quand même s'inquiéter, puisque regardez, 24% c'est le nombre d'hypertendus en France qui est contrôlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. 56% c'est les patients qui savent qu'ils ont une hypertension artérielle, et 24% c'est chez les hypertendus ceux qui sont contrôlés. Bah, regardez, les Anglais c'est 37%, les Canadiens c'est 68%, les Allemands et les Américains c'est 50%, et les Portugais c'est 43%. Et j'attire votre attention, les Portugais, récemment, ont lancé une énorme campagne de santé publique au niveau national, soutenue par le ministère de la Santé, pour améliorer le contrôle de leur hypertension artérielle, parce que les Portugais s'affolaient de n'avoir que 43% d'hypertendus contrôlés dans leur population, et c'est estimé ça inacceptable, et à juste titre, nous, c'est 24%. On le dit, et les choses ne changent pas. Je vous le disais, c'est dommage, hein, c'est dommage parce que je voulais juste vous donner ce graphique qui est issu des guidelines, enfin des recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle 2023, tout à fait récent. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est ces chiffres-là, ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec des médicaments simples que tous les médecins connaissent, qui sont absolument pas chers, qui sont tous génériques, qui sont très bien tolérés, on contrôle 90% des hypertendus. Ça veut dire qu'en France, on a 24% des patients qui ont une hypertension artérielle contrôlée. Or, avec des stratégies très simples que tout le monde connaît, que tout le monde peut employer à un coût minime, on pourrait contrôler 80% de ces hypertendus. Je rappelle, l'hypertension artérielle, c'est 50% de cause d'explication de la mortalité cardiovasculaire en France. Et 90% de ces patients pourraient être contrôlés à moindre coût et seulement 25% le sont en France. Cette situation est très inquiétante. Ça, c'est un résumé avant qu'on aille dans le scope féminin très précis, mais de la situation. C'est pour dire à quel point cette situation nous inquiète. 17 millions de Français, 17 millions, c'est le nombre d'hypertendus en France, 1 sur 3. La prévalence entre les hommes et les femmes, un peu plus chez l'homme que chez la femme, mais la femme, la situation de son contrôle s'aggrave. Je vais vous parler tout à l'heure de la situation spécifique de la grossesse. Et puis, ici, ce chiffre le plus important, hein, c'est que 24% des hypertendus en France sont contrôlés,
mais en fait, seulement 50% prennent des traitements pour leur hypertension artérielle. Et donc, parmi ces 50%, seulement la moitié sont contrôlés. Donc, cette moitié qui prend un traitement et qui n'est pas contrôlée, c'est de l'inertie thérapeutique. C'est-à-dire, on n'est pas allé assez loin dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Donc, ça, c'est de l'inertie thérapeutique ou de l'inobservance. Enfin, on peut discuter, mais il y a un problème. Et 50, là, qui manque ici, c'est un problème de dépistage et de prise en charge de l'hypertension artérielle à l'échelle nationale. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais vous expliquer pourquoi dans cet environnement d'hypertension artérielle non contrôlée, être une femme, c'est encore pire que d'être un homme en termes de contrôle de l'hypertension artérielle et en termes de conséquences. Et je voudrais commencer par vous dire que l'hypertension, la pression artérielle entre un homme et une femme, c'est une histoire totalement différente au cours de notre vie. Et comme vous le savez ou pas, l'hypertension artérielle, quand on est médecin, on ne différencie pas aujourd'hui, en 2024, en consultation. On mesure la pression artérielle de nos patients et on ne prend pas en compte savoir si cette pression artérielle que j'obtiens, elle est chez un homme ou chez une femme, parce qu'aujourd'hui, on ce n'est pas dans notre culture de personnaliser la prise en charge de cette pathologie en fonction du sexe du patient. Et je vais vous montrer ces prochains éléments pour vous montrer à quel point l'histoire et les complications de l'hypertension artérielle sont extrêmement différents en fonction du sexe que vous avez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer l'histoire naturelle des pressions artérielles moyennes. Alors, l'hypertension, on appelle hypertension artérielle, le fait d'avoir une pression artérielle qui est au-delà d'un certain seuil. Les définitions changent en fonction des recommandations, mais bon, c'est 140-90, 14,9 de tension. Pourquoi 9? Comme ça, il y a deux pressions. Il y a la pression maximale qu'on appelle la pression systolique et la pression minimale qu'on appelle la pression diastolique. Et donc, avoir plus de 14 de tension ou 140 de systolique, c'est être hypertendu. Plus avoir plus de 90 ou 9 de diastolique, d'être hypertendu. Je dis 90 ou 9, ça dépend de l'unité entre centimètres ou millimètres de mercure. Bref, ici, je vous parle en millimètres de mercure. Je rappelle que l'hypertension, c'est 140. Et là, en fait, vous prenez, bon là, c'est des patients américains, mais bon, c'est une étude un peu en population générale, la pression artérielle des patients, la pression des gens d'ailleurs, qui ne sont pas des patients ici en l'occurrence, moyenne au cours de la vie. Et ben, en vieillissant, hein, physiologiquement, on le sait, hein, votre pression artérielle monte. C'est pour ça que plus vous vieillissez, plus vous êtes à risque de devenir hypertendu. Parce que vos artères vieillissent, vos artères deviennent rigides, donc la pression qui va régner en leur sein est plus souvent élevée. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est que autour de 15 ans, les hommes et les femmes diverses prennent des chemins différents, puisqu'à la puberté, la femme n'augmente plus sa pression artérielle, elle l'augmentait au début de l'adolescence, enfin, dans l'enfance. Puis quand la puberté arrive, elle va se stabiliser, alors que l'homme va en moyenne augmenter sa pression artérielle un petit peu plus fort. Et puis, bah, la femme va vieillir et va arriver à la ménopause. Et alors qu'elle avait une zone à peu près stable, au moment où elle arrive à la ménopause, elle réaccélère de manière linéaire sa pression artérielle. Et des données qui sont maintenant assez récentes que l'on montre, c'est qu'en fait, en vieillissant, la femme, en moyenne, va avoir une pression artérielle plus élevée que l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait au moment de sa puberté pour avoir une pression artérielle plus basse, mais quand ces modifications hormonales vont arriver au niveau de la ménopause, elle va rattraper son retard, mais elle va faire plus que le rattraper, puisqu'elle va dépasser la pression artérielle moyenne de l'homme. Premier message. Et donc, en fait, la pression artérielle d'une femme qui n'est pas ménopausée, une femme entre 15 et 50 ans, on s'attend à ce qu'elle ait une pression artérielle plus basse que l'homme. Une femme au-delà de 70 ans, en moyenne, elles ont des pressions artérielles plus élevées. Voilà, c'est ce que je vous montrer dans cette animation que j'avais oublié de vous lancer. Euh, si bien que le message que je voulais vous dire, c'est que la probabilité de devenir hypertendu augmente quand vous vieillissez et augmente encore plus quand vous êtes une femme. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une pression artérielle qui est en moyenne plus basse, et donc les hommes qui vont devenir hypertendus le deviennent souvent assez tôt. Ils deviennent souvent entre 40, 30, entre 30 et 60 ans. Et la femme, comme elle avait une pression artérielle plus basse, son hypertension avait pu être masquée pour des raisons dont on va parler. Et donc, en vieillissant, elle va augmenter son risque d'avoir une hypertension artérielle. C'est-à-dire que quand vous êtes médecin et que vous avez une femme de 60 ans qui n'est pas hypertendue et que vous avez un homme de 60 ans qui n'est pas hypertendu, la probabilité qu'à la consultation suivante, la femme devienne hypertendue par rapport à l'homme est plus élevée chez la femme. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet sur le dépistage de ces femmes qui sont en train de rattraper et de monter très fort leur pression artérielle. Donc ça, c'est
la différence de pression artérielle au fur et à mesure, en fonction des sexes, au fur et à mesure du temps. Et en plus d'avoir cette différence, les femmes ont des complications de leur hypertension artérielle qui sont différentes. Je vous l'ai dit, l'hypertension artérielle, c'est 50% des décès d'origine cardiovasculaire. Mais pourquoi meurt-on? Parce que l'hypertension artérielle se complique de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale. Et que l'on voit, c'est que les femmes ont des complications cardiovasculaires à des niveaux de pression artérielle plus faibles que les hommes. C'est-à-dire, quand vous êtes une femme, avoir 140 de pression artérielle, c'est plus grave que quand vous êtes un homme qui a 140 de pression artérielle. Vous êtes plus à risque de faire des complications. Lesquelles? Les complications d'origine cardiovasculaire, donc toute cause, hein, donc c'est les artères qui se bougent, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque ou l'AVC, vous êtes plus à risque. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'homme, vous voyez, qui est ici en bleu, commence à augmenter son risque. Donc, pour augmenter son risque, il faut avoir ce qu'on appelle le hazard ratio au-dessus de 1. Et donc, l'homme commence à augmenter son risque au niveau au-delà de 120, 130 ou 140 de pression artérielle. Mais la femme, elle augmente son risque beaucoup plus tôt. Elle augmente son risque dès qu'elle est à 110, 120 de pression artérielle. La femme augmente son risque de faire tous les événements dont je viens de vous parler beaucoup plus tôt que chez l'homme. Regardez, quand vous êtes en rouge clair, c'est que votre risque est augmenté, ce qu'on appelle de manière significative, c'est-à-dire que il est réellement augmenté sur le plan statistique, et alors que chez la femme, ça apparaît beaucoup plus tôt que chez les hommes en bleu. Autrement dit, le risque de compliquer son hypertension artérielle à un même niveau de pression artérielle est plus élevé chez la femme, et la femme commence à compliquer sur le plan cardiovasculaire sa pression artérielle à des niveaux de pression beaucoup plus bas que l'homme. Et donc, non seulement rappelez-vous de ces deux patients qui ont 60 ans en consultation, qui ne sont pas hypertendus, hommes et femmes, et qu'on va revoir dans 6 mois, la femme a plus de risques de devenir hypertendue. Mais dès la consultation, s'ils avaient la même pression artérielle, ben, la femme était déjà plus à risque de faire une complication cardiovasculaire que l'homme. C'est vrai pour la complication cardiovasculaire, mais il y a une complication dont on ne parle pas assez, qui est la démence. Alors la démence, ça peut, c'est un message important parce que ça peut marquer les populations. Et vous savez que l'hypertension artérielle, c'est avec la surdité, puisque quand on a une surdité à l'âge, quand on a une surdité, on est à plus d'un risque de développer de la démence, qu'on s'isole, etc. L'hypertension artérielle, c'est un des rares facteurs de risque modifiables de démence, de démence. Et ce facteur de risque de démence, il touche beaucoup plus la femme que l'homme. C'est un même niveau de pression artérielle. La femme est beaucoup plus à risque de développer une démence, ici en rouge, que les hommes, ici en bleu. C'est-à-dire que finalement, une femme hypertendue fait plus d'événements cardiovasculaires, a des niveaux de pression artérielle plus basses et aussi plus exposée au risque de démence quand elle va vieillir que l'homme. Bref, il faut mettre absolument le paquet sur la prévention cardiovasculaire de la femme. Alors, il y a plein d'autres, je ne rentre pas dans le détail ici, mais vous avez parlé d'accident vasculaire, d'insuffisance cardiaque, d'infarctus, etc. Il y a des différences multiples en termes de complications chez la femme par rapport à l'homme, mais globalement, la femme, en moyenne, a tendance à faire d'autres complications, mais des complications plus sévères que chez l'homme, à un même niveau de pression artérielle. Il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est que les femmes et les femmes ont tendance, avec les traitements antihypertenseurs, à faire plus d'événements indésirables. C'est-à-dire qu'on leur met des traitements antihypertenseurs et elles font plus d'événements indésirables que les hommes, et ce qui peut expliquer qu'elles abandonnent le traitement antihypertenseur. Et donc le médecin doit être informé de ça, informé du fait que, attention, il y a plus de risques d'événements indésirables euh, dans l'utilisation des traitements antihypertenseurs chez la femme que chez l'homme. Ces effets indésirables sont jamais graves puisqu'ils cèdent toujours à l'arrêt des traitements, enfin, dans la très grande majorité des cas. Mais en fait, ça peut amener la patiente à abandonner les traitements et donc il faut en être vigilant. Alors, comment on peut expliquer ces différences? Pourquoi la femme a ces complications différentes que l'homme? Alors, il y a deux raisons. Il y a la différence biologique, je crois, et la différence sociétale. Alors, la différence biologique, pour être extrêmement clair, la femme a un phénotype hormonal qui est hypotensif. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a cette différence de courbe qui apparaît à la puberté et qui après s'efface à la ménopause, puisqu'en fait, toute la sécrétion hormonale d'œstrogène notamment va amener à avoir un phénotype dit hypotensif, à baisser la pression artérielle de ces patientes. Et donc, le message, hein, c'est que si vous développez une hypertension artérielle chez une femme qui n'est pas ménopausée,
alors qu'elle a des sécrétions hormonales qui ont tendance à abaisser sa pression artérielle, ça veut dire que cette hypertension artérielle est probablement très sévère pour qu'elle arrive à aller plus fort et plus puissant que les oestrogènes qui ont tendance à baisser la pression artérielle. Et donc c'est ça, c'est cette différence hormonale qui vraisemblablement explique que la femme ait une hypertension artérielle qui est moins fréquente pendant enfin, avant la ménopause, entre la puberté et la ménopause, et qui se rattrape après quand sa sécrétion d'oestrogène baisse après la ménopause. Et c'est aussi pour ça que probablement elle fait plus de complications, puisque si la femme arrive à développer une hypertension artérielle malgré que c'est tout son système hormonal et lutte contre l'augmentation de la pression artérielle, ça veut dire, je le redis, que cette hypertension est très sévère. Et il y a aussi une différence de genre. Une différence de genre, puisque, alors ça, c'est des études de la cohorte Constance qui vous disent où est-ce que vous êtes le plus à risque de faire une hypertension artérielle en France quand vous êtes une femme. Alors, donc ça, c'est toujours rigolo à montrer en congrès, puisqu'on se compare. À Lille, c'est plus à risque de faire de l'hypertension, puisqu'il y a 50% des femmes qui sont hypertendues. Si vous êtes à Saint-Brieuc, ça va faire plaisir professeur Vignot, bah, vous êtes moins à risque, 30%, etc., etc. Donc il y a il y a des variétés en fonction des régions. Mais du coup, les chercheurs qui présentent ça essayent d'expliquer qu'est-ce qui fait que à Lille, vous êtes plus à risque qu'à Saint-Brieuc de développer une hypertension artérielle. Et donc, quand on regarde les facteurs qui expliquent ces différences, et ben regardez, les facteurs qui sortent le plus en termes de différence entre les hommes et les femmes pour expliquer la disparité géographique, c'est l'éducation, c'est-à-dire que la femme, comme plus votre niveau éducatif est faible, plus vous êtes à risque de développer de l'hypertension artérielle, on le sait, parce que vous mangez moins, parce que probablement vous avez moins d'argent, parce que vous êtes moins informé, parce que vous avez moins accès aux soins, enfin, on pourrait discuter de tout ça. Mais le message, c'est que les femmes en sont beaucoup plus sensibles que les hommes, beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire que la femme est beaucoup plus sensible aux facteurs éducationnels en termes d'augmentation de son risque de pression artérielle et aussi beaucoup plus sensible en termes de métier, c'est-à-dire la femme au chômage. Quand une femme est à un niveau éducatif faible et en plus au chômage, c'est des variables qui sont éducation et travail ou chômage sont plus susceptibles de modifier la prévalence de l'hypertension artérielle chez la femme que chez l'homme. Et enfin, pour terminer, deux, trois choses que je voulais vous dire. Alors, ici, vous avez, j'aime beaucoup cette diapositive, c'est les tout nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie sur l'hypertension artérielle, qui sont sorties il y a quelques jours. Et vous avez cette figure qui est assez incroyable, elle n'est pas discutée comme ça, mais regardez, vous savez les facteurs de risque de développer une hypertension artérielle que le médecin doit connaître. Et donc, vous avez ceux qui sont partagés par tous et ceux qui sont dépendants du sexe. Et quand vous regardez ceux qui sont dépendants du sexe, ça ne concerne que la femme. Donc, la femme a des facteurs de risque spécifiques de développer une hypertension artérielle qui ne dépend, qui dépend essentiellement ce qu'on appelle des désordres hypertensifs de la grossesse. Et donc, je vais vous parler de cette zone très particulière qu'est la grossesse et pourquoi elle est très importante en termes de prise en charge dans la vie d'une femme vis-à-vis de son risque d'hypertension et d'événements cardiovasculaires. Mais regardez, revoyez cette diapositive et mettez-vous à la place de cette injustice, fait que vous avez des facteurs de risque qui sont indépendants du sexe, partagés par les hommes et les femmes. Et pour les facteurs de risque qui sont dépendants du sexe, ça ne concerne que le sexe féminin. Et donc, regardez le risque que a une femme de développer ces pathologies. Alors, quelques mots sur cette zone de turbulence sur le plan hypertension artérielle et risque cardiovasculaire d'une femme, qui est l'instant de la grossesse. Alors, nous avons des données françaises qui sont issues du SNDS, qui ont été publiées. C'est la cohorte conception, que vous connaissez, c'est la SNDS, c'est la base médico-administrative de l'assurance maladie, qui a récolté tous les accouchements qui ont eu entre 2010 et 2018 en France. Donc, ça représente 6,3 millions d'accouchements et à peu près 3 millions de femmes. Et donc, ce qui a été suivi jusqu'en 2022. Que nous dit le SNDS? Elle nous dit deux éléments. C'est que déjà, 7% des femmes vont développer ce qu'on appelle un trouble hypertensif de la grossesse. 7% des femmes. C'est pas 7% des grossesses, puisque vous avez compris, il y a 3 millions de femmes et 6 millions d'accouchements. Donc, il y a des femmes, bien sûr, entre 2010 et 2018 qui ont plusieurs grossesses. Mais donc, on regarde les 3 millions de femmes et 7% vont développer un trouble hypertensif de la grossesse. Presque une sur 10. C'est très important. On est sur des femmes jeunes, c'est des femmes qui sont enceintes. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous développez un trouble hypertensif de la grossesse, c'est-à-dire en fait développer une hypertension artérielle pendant votre grossesse. Quand vous développez votre hypertension artérielle pendant votre grossesse, le risque après, puisqu'on a suivi dans cette cohorte de conception, le risque de devenir hypertendu après la grossesse.
Donc, vous faites trois types de femmes qui ont fait la grossesse. Celles qui n'ont pas développé d'hypertension artérielle pendant la grossesse, bah, on les suit pendant 8 ans et effectivement, il y en a qui développent de l'hypertension artérielle. Hein. C'est le risque, c'est 4% de ces femmes qui n'ont pas fait de désordre hypertensif qui vont développer une hypertension artérielle. Et puis, il y a ces femmes qui ont fait des événements hypertensifs de la grossesse. Il y en a un qu'on appelle la prééclampsie, qui est un événement un peu plus grave, et un autre qu'on appelle l'hypertension gestationnelle. C'est-à-dire, elles vont simplement monter leur pression artérielle. On a traité leur hypertension artérielle pendant leur grossesse, et puis elles ont accouché, et leur hypertension artérielle a disparu. Je mets des guillemets, parce que vous comprenez pourquoi. Et ben, quand on les suit, ces femmes, regardez, elles développent beaucoup plus d'hypertension artérielle dans le devenir. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes une femme qui a un désordre hypertensif de la grossesse? Donc, bah, vous avez votre grossesse, vous êtes extrêmement stressé par cet événement pendant votre grossesse, vous accouchez, la tension artérielle disparaît, et puis après, vous partez vous occuper dans votre monde sociétal dans lequel vous êtes, et vous ne vous occupez plus de vous, mais de beaucoup d'autres choses, et vous oubliez que probablement parce qu'on soit on ne vous le dit pas, soit on ne développe pas des filières de soins, mais on vous oublie de vous dire bah, que attention, vous êtes à haut risque cardiovasculaire et à haut risque de développer une hypertension artérielle plus tard. Et ça, on le montre. On le montre puisque quand vous regardez les femmes qui ont fait un désordre hypertensif de la grossesse, donc ça c'est des papiers qui ont été publiés, toujours dans la cohorte Constance, toujours avec ces 2,9 millions de femmes, toujours entre 2010 et 2018, on a suivi le risque qu'elles aient effectivement l'hypertension, mais on a surtout suivi le risque qu'elles fassent un événement vasculaire, c'est-à-dire un AVC par exemple, c'est-à-dire une maladie rénale, c'est-à-dire une mort d'origine cardiovasculaire, une mort. Et ben, quand vous regardez tous les désordres hypertensifs de la grossesse qui sont en bleu, ben, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'on augmente énormément, mais je vous rappelle que l'échelle, là, regardez ici, c'est 3, c'est-à-dire 3 fois plus. C'est-à-dire quoi? 3 fois plus de risque de mourir d'une cause cardiovasculaire quand vous avez fait un événement hypertensif de la grossesse, 3 fois plus que quand vous n'en avez pas fait. Donc, de mort cardiovasculaire. Donc, la grossesse, c'est une zone de turbulence parce qu'elle peut révéler, lors d'un désordre hypertensif de la grossesse, non seulement un risque de développer une hypertension artérielle, mais pour toutes ces femmes, un risque majeur de développer un événement cardiovasculaire. Et donc, il faut bien sûr, je crois, créer des filières spécifiques. C'est-à-dire pour toutes ces femmes qui ont fait un trouble hypertensif de la grossesse, il faut les suivre, les informer, les mettre dans des filières, parce qu'il ne faut pas les lâcher après l'accouchement, elles ont tout va bien, etc. Non, il faut qu'elles s'occupent d'elles. Et donc, il faut qu'on arrive à créer ces filières qui, en France, existent trop peu, ces filières de prise en charge globalisée post-partum de ces femmes qui ont fait un désordre hypertensif de la grossesse. Donc pour conclure, l'hypertension artérielle, bah oui, c'est un enjeu majeur, vous l'avez compris, 50% des causes d'origine cardiovasculaire, seulement 25% de contrôle en France, et c'est une situation catastrophique. Catastrophique, encore plus chez la femme où la situation qui était meilleure que l'homme il y a quelques années rejoint l'homme et s'aggrave en termes de contrôle. Et en plus, maintenant, les données arrivent pour dire que l'hypertension artérielle de la femme, c'est plus grave que l'hypertension artérielle de l'homme. Et ces femmes ne s'occupent pas assez d'elles. On ne s'occupe pas assez d'elles. Je ne sais pas comment il faut le dire, peut-être même les deux, parce qu'on le voit et je trouve que cette démonstration pendant la pandémie a été assez marquante, où on a lâché prise sur l'initiation du traitement de prévention cardiovasculaire et on n'a jamais rattrapé ce qui a été lâché en 2010, en 2020. Les femmes développent, comme je disais, davantage de complications. Les femmes sont très exposées au risque sociétal et environnemental. Et la grossesse, c'est une occasion à saisir pour la santé cardiovasculaire des femmes. Je vous remercie. Merci de votre invitation. Je remercie toutes les sociétés auxquelles j'adhère dans le domaine de l'hypertension artérielle. Et je voudrais vraiment en profiter pour saluer Claire Mounier-Veillé, vous savez, qui est PPH de cardiologie à Lille et qui est à la tête de Agir pour le cœur des femmes et qui développe sur le plan associatif dans des filières comme ça des stratégies de prévention cardiovasculaire de la femme au vu de tous les risques spécifiques dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Oh, grand merci à vous, professeur Rubin. Alors, c'est sûr la démonstration est imparable. Et c'est vrai, quand vous nous rappelez tout ça, est-ce que vous n'avez pas envie de pousser un coup de gueule et de taper du poing sur la table, quoi? Parce qu'on se dit, mais zut, franchement, Ah, c'est une question de santé publique auquel on peut apporter des réponses. C'est-à-dire, c'est toute la démonstration que vous venez de nous faire. Donc, et j'aurais juste bah, une petite question et après, on passera rapidement la parole à Cécile et à Nathalie. Parce qu'en vous entendant, on voit bien, il y a des différences en fonction des régions, etc. Il y a plein de programmes régionaux de santé qui ont été élaborés autour de l'hypertension artérielle, etc. Est-ce que tout ça, ça a débouché sur des actions concrètes en matière de prévention? Enfin, on se dit, so what? alors, je vais répondre à votre question. La première, c'est est-ce que j'ai envie de faire un coup de gueule? C'est la question que vous me posez. Alors,
non seulement j'ai envie, mais je pense que participer à ces échanges avec vous commence déjà à le faire. C'est-à-dire, je dis là, voilà, je dis, j'ai la chance d'échanger avec des personnes qui vont être en responsabilité de notre santé, des décideurs, et je pense qu'il est important, oui, que ces personnes-là comprennent l'enjeu de prévention cardiovasculaire et la situation singulière de la France, qui est un système de santé aujourd'hui qui ne contrôle pas l'hypertension artérielle, alors que c'est très facile à contrôler, vous avez raison de le dire. Et ça me permet de rebondir immédiatement sur votre deuxième question. Mais mon sentiment, c'est que tous ces programmes régionaux dont vous parlez, ou je veux même dire au niveau national, je ne vois pas de volonté euh, publique ou politique forte pour mettre le paquet sur le risque cardiovasculaire, sur la prévention. Et moi, je pourrais aller, alors j'ai énormément d'idées qui me viennent en tête sur des signes très forts sur le fait qu'il n'y ait pas eu de volonté politique ou publique pour contrôler l'hypertension artérielle. Je voudrais juste rappeler quelques-uns. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, l'affection de longue durée, hypertension artérielle, a été retirée par le décideur politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affection de longue durée, hypertension artérielle. Je rappelle qu'en France, on fait partie des rares pays dans le monde, des très rares pays dans le monde, à ne pas avoir de trithérapie antihypertensive. C'est quoi la trithérapie remboursée? C'est-à-dire un seul comprimé, trois molécules. Parce que je vous ai dit, je vous ai montré un schéma où je dis avec un médicament, on contrôle, avec trois molécules, pardon, on contrôle 90% des patients. Bah, en France, pour avoir trois molécules, il faut deux cachets, puisqu'on peut faire dans un cachet deux comprimés, enfin deux molécules dans un cachet. Et il existe partout dans le monde, comme dans le VIH, ce qu'on appelle la trithérapie, c'est-à-dire un comprimé, trois molécules. En France, ça n'a jamais été remboursé, etc., etc., etc. Je crois qu'il y a un vrai enjeu de volonté politique, ou du décideur, et ou du décideur et des deux, bien sûr, sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. D'accord. Et je vais passer la parole à Cécile et à Nathalie. Et je vous informe aussi qu'il y a un certain nombre de réactions et de questions dans le chat. Et on va y venir après. Merci beaucoup Sébastien pour cet excellent topo et pour répondre à Christophe, oui, j'ai déjà vu Sébastien présenter ça et pousser un coup de gueule et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait l'inviter à l'EHESP parce que effectivement, il faut mettre des choses en place. Après, tu dis, tu critiques la France, certes, on n'est pas très bon, mais sur ton schéma général, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment très bons. Donc il y a aussi un problème sociétal. Alors je mets les pays d'Afrique peut-être un peu différemment parce qu'ils ont une génétique différente avec probablement plus d'hypertension artérielle, notamment liée au sel, etc. Et un système de santé qui n'est pas comme le nôtre. Mais en Europe ou aux États-Unis, on n'est pas, personne n'est très très bon finalement quand même. Alors, Avant de passer aux effectivement, questions. pardon. Ah non, je suis bien sûr, Cécile, merci, hein, et bien sûr, Cécile a raison, personne n'est très très bon, mais je rappelle que ces gens qui sont pas très très bons sont deux fois meilleurs que nous. Oui. 50% de contrôle aux États-Unis, 25% en France. Donc les pas très très bons restent deux fois meilleurs que nous. Alors moi, avant de passer aux questions du chat, j'avais quand même pas mal de questions. Je vais les limiter. Je te ferai les autres après. Euh, Est-ce que tu crois que si tu as insisté au début de ta présentation sur la différence entre facteur de risque et maladie, est-ce que justement, si on parlait plus de maladie, ça ferait partie des choses qui pourraient faire un peu plus peur aux gens, dans le sens on a une maladie donc on prend un traitement, plutôt que on a un facteur de risque, bon bah on est plus à risque, voilà, mais bon, en gros je prends le risque par rapport à je traite ma maladie. Alors, non seulement je suis parfaitement d'accord, et c'est pour ça que j'ai volontairement insisté sur ça, c'est pourquoi on parle de facteur de risque, pour deux raisons. C'est que d'une part, le risque cardiovasculaire n'est pas je suis hypertendu, je suis pas hypertendu, c'est-à-dire je sais pas 0,1, la pression artérielle, c'est un chiffre, hein, donc c'est une variable dite continue, et donc ce risque augmente plus ou moins, enfin, mieux vaut être à 12 qu'à 13, mieux vaut être à 13 qu'à 14, mieux vaut être à 14 qu'à 15. Donc en fait, il n'y a pas de 0,1 de je suis malade, je suis pas malade. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de facteurs de risque, mais je crois vraiment que si on appelait hypertension une maladie au niveau des patients, alors vous avez une maladie chronique, hein, pas une maladie rénale chronique, on en parle aussi, Pas une encore. maladie chronique, pas encore, vous avez une maladie chronique qu'il faut traiter parce que cette maladie se complique. Je crois effectivement que ce serait une bonne idée et c'est pour ça que je tendais cette perche en disant on parle de facteur de risque, mais pour moi, effectivement, c'est une maladie, il faut la prendre en charge comme une maladie chronique.
Il y a une autre chose qui m'a interpellée à la fin, là, quand tu montres la cartographie, alors tu dis il vaut mieux être à Saint-Brieuc qu'à Bordeaux. Alors, quand même, Rennes et Marseille J'ai dit sont. Lille, j'ai dit Lille. C'est Ouais, l'île, Cécile. et Lille, ouais. Et Rennes et Bordeaux, c'est au Marseille milieu. sont pareils, quoi, j'ai vu. Bon, même combat. Est-ce que après, dans ton tableau, là où il y avait les facteurs de risque, il n'y a pas l'accès aux soins? Alors maintenant qu'on a un ministère de l'accès aux soins, plus de la prévention, malheureusement, mais de l'accès aux soins, est-ce que le Alors, fait d'avoir un accès aux soins diminué, d'être dans un désert médical, est-ce qu'une cartographie plus précise que ces villes a été faite et a montré qu'on avait plus d'inertie thérapeutique, ou pas? Parce que finalement, alors, c'est pas un problème d'accès aux soins. donc alors je n'ai pas dans l'étude que j'ai montrée, la réponse est non, je n'ai pas ces données, mais c'est parce que ça c'est moins mon domaine de compétence. Je ne sais pas exactement, je pense que c'est assez difficile hein, de cartographier l'accès aux soins parce que l'accès aux soins il est très varié, mais je pense que vous maîtrisez ça beaucoup mieux que moi. Mais ce que je ressens moi et nous à Bordeaux, vous savez, on a ce qu'on appelle sociétalement les anneaux de la pauvreté, c'est-à-dire que Bordeaux est une ville considérée comme bourgeoise, mais dès que vous quittez un peu Bordeaux, vous avez une population très exposée et très fragile, et donc on a des consultations délocalisées. Donc moi je vais dans le Médoc, hein, l'Est par Médoc, et qui est plus connu par son vignoble que son accès aux soins. Et donc dans le Médoc, vous avez un accès aux soins qui est très difficile, mais souvent, et bien sûr, c'est extrêmement lié au niveau éducationnel, au niveau à la fragilité sociale globale. Et donc je pense que toutes ces variables sont très liées, bien sûr, hein, mais il est évident que l'accès aux soins est un sujet, l'accès aux soins de ville, l'accès aux soins primaires, l'accès aux soins de médecins généralistes, et l'acteur majeur de l'hypertension artérielle, bah, c'est probablement un déterminant majeur du contrôle. Et tu l'as juste évoqué à la fin, mais il y a le bus du cœur des femmes, là, Mm. qui a quand même Qui parcourt la montré, puisqu'on France. avait eu la présentation, qui parcourt la France et qui montre que quand on amène un bus au cœur du 9-3 ou d'autres, Eh ben, on améliore au moins le dépistage. Mais c'est le après oui, qui est, si on leur dépiste l'hypertension à ces femmes et qu'elles peuvent pas être suivies après, c'est sûr que ça sera un problème. absolument. Dans le chat, il y a pas mal de questions. Je vais commencer par une, puis après je passe à Nathalie pour pas monopoliser. Et une bonne question enfin une bonne remarque qui est aussi que, en même temps qu'il y a une augmentation de l'hypertension artérielle, il y a aussi une augmentation des autres facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool et l'obésité chez les femmes. Est-ce que ça explique aussi ces mauvais chiffres chez les femmes? Donc, l'augmentation des facteurs de risque chez les femmes, qui soit liée à l'augmentation des événements cardiovasculaires, etc., c'est un fait et c'est pas contestable. Par contre, toutes les données que je montre, c'est des données qu'on ajuste, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble de ces autres facteurs. Et donc, il y a un événement indépendant de tous les autres facteurs de la pression artérielle sur le risque cardiovasculaire de la femme. C'est-à-dire, on prend en compte le fait qu'elles sont diabétiques, le fait qu'elles fument ou qu'elles fument pas, etc. Toutes ces analyses-là sont ajustent et donc annulent ces facteurs additifs ou ces facteurs dits de confusion pour le risque cardiovasculaire induit par la pression artérielle. Donc c'est vraiment indépendant. Nathalie? Oui, merci beaucoup, professeur Rubin, pour cette présentation qui est effectivement très claire. Moi, j'aurais envie, enfin, j'ai des remarques, des questions qui sont un petit peu en lien aussi. Et, quand Cécile, tu parlais de maladies, moi, je me posais une question du fait de ces écarts assez importants justement entre les sexes. Est-ce que, pour aller même plus loin que de simplement définir l'hypertension comme une maladie, puisque euh, en fait, on base la définition d'hypertension sur la mesure de la pression artérielle. Est-ce qu'il n'y aurait pas là le besoin justement de faire des mesures distinctives entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi qu'une hypertension artérielle, et donc la maladie d'hypertension artérielle, doit être évoquée quand on a des mesures de pression artérielle qui sont plus basses chez les femmes par rapport aux hommes? J'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas si c'est déjà le cas ou c'est peut-être un peu naïf comme question, mais ça pourrait aussi peut-être faire un petit peu plus réagir Alors, les décideurs sur ces questions-là. Et je poursuis en rajoutant une petite info qui va peut-être aider à répondre à une question du chat. C'est que vous avez parlé de l'hypertension chez la femme avec le fameux 14 ou 140 de pression systolique, je crois. Est-ce qu'il y a des enjeux et des différences justement d'impact ou d'enjeux entre l'hypertension diastolique et systolique? Voilà, je mélange les deux merci questions. pour. Non, oui, c'est deux questions, mais je vais répondre brièvement aux deux. Alors, sur la première, non seulement elle n'est pas naïve, c'est une question excellente puisque c'est une question qui n'est pas répondue aujourd'hui. C'est-à-dire la différence, est-ce qu'il faut avoir un seuil
de- au-delà duquel on devient hypertendu différent d'une homme ou d'une femme, d'un homme ou d'une femme, ou au moins une cible de pression artérielle, c'est-à-dire quand on traite, est-ce qu'il faut descendre au même niveau de pression artérielle chez un homme et chez une femme? Les données que je vous ai présentées, c'est des données assez modernes, c'est des données récentes qui émergent, c'est cette susceptibilité différente au seuil. Et donc, c'est des données qui commencent à être communiquées. Mais on n'a pas assez de recul pour savoir si, parce que si on devait définir un nouveau seuil, il faudrait avoir un impact sur le fait que parler de maladie hypertension artérielle à un seuil plus bas, amener un traitement chez une femme avant, etc., amènerait à améliorer, baisser les événements cardiovasculaires, mais on met un traitement, il y a plein de facteurs qu'il faut étudier. Donc, il faudrait conduire des études spécifiques. Et donc, c'est peut-être un des enjeux des prochaines années, à avoir une personnalisation de la prise en charge entre hommes et femmes, des seuils de déclenchement des traitements différents, des objectifs de traitement différents, etc. On va peut-être y venir, des données émergent pour aller dans ce sens, mais ça nécessite de la consolidation dans les années qui viennent, donc c'est encore un peu tôt. Et le problème quand même, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une asymétrie dans l'hypertension artérielle, c'est qu'on est déjà à ce niveau de précision et c'est heureux, hein, il faut y aller. Mais malgré ça, on ne contrôle personne, ni homme ni femme en France. C'est-à-dire qu'avant déjà être au niveau 2, qui est le niveau de précision et de personnalisation, il faudrait avoir rempli le premier étage de la fusée, c'est-à-dire contrôler nos patients. Déjà à moins de 14 pour tous. Et est-ce qu'il faut descendre un peu plus bas chez les femmes? Peut-être. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. 25% seulement sont à moins de 14. Donc on a tellement d'efforts à faire avant d'aller, je crains quand même, brouiller les messages. Voilà. Oui. C'est la première chose. Et la deuxième chose, sur votre deuxième question, si vous pouvez juste me la rappeler, pardon. S'il y a des différences d'enjeu en fait entre la pression Ah systolique et oui, diastolique. systole et diastolique. Ouais. Oui, alors ça, c'est avis d'experts, etc. Le vrai message, c'est que la pression artérielle systolique, c'est elle qui porte vraiment le risque cardiovasculaire. Donc, c'est le premier chiffre le plus important. Mais avoir un deuxième chiffre, donc la pression artérielle systolique, c'est elle qui porte, et se pose des questions parfois où vous avez des patients qui ont une pression artérielle systolique normale, le premier chiffre normal, et le deuxième, la diastolique un petit peu haut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle diastolique isolée. Et faut-il traiter ces patients, etc. Ça, c'est sujet à controverse encore. Donc, je peux pas rentrer dans les détails là, mais le message, c'est que c'est le premier chiffre le plus important, et le deuxième apporte des compléments d'information. Alors, je vais faire un lien entre cette réponse et deux questions du chat parce que là où on voit beaucoup de hypertension artérielle diastolique isolée, c'est chez la femme enceinte quand même. Et probablement que c'est un très bon signe. Et il y a deux questions dans le chat sur la grossesse. C'est d'une part, est-ce que, et ça rejoint la question de Nathalie, est-ce que les normes qui ont été définies chez des gens non enceintes sont les mêmes chez les femmes enceintes? Et est-ce que la découverte de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte est vraiment due toujours au fait qu'elle soit enceinte ou c'est pas simplement parce que c'est le seul moment où on commence à leur prendre l'attention, elles sont jeunes, elles ont pas beaucoup consulté le médecin avant et c'est vrai, je défleure un peu parce que je crois que je connais un peu la réponse, effectivement, il y en a à qui on découvre une pression artérielle élevée, notamment en début de grossesse, qui l'ont probablement avant. C'est un moment où enfin on s'occupe des femmes et de leur santé. Oui, alors pour le seuil de pression artérielle de la grossesse, maintenant on a des données. Avant, on hésitait. On avait peur de baisser la pression artérielle de ces femmes enceintes, c'était pas dangereux pour le fœtus, qu'il y aurait une perfusion, une vascularisation du placenta un peu différente, etc. Il y a un essai très récent qui a été publié dans une très grosse revue qui montre que maintenant il faut abaisser les femmes enceintes à moins de 140 mm de mercure, 140-90, comme tout le monde. Donc en fait, là, il y a quasiment plus de débat et maintenant c'est rentré dans la recommandation. Donc 14,9, 140-90 chez la femme enceinte. Première réponse. Deuxième réponse, est-ce que c'est le moment où bah oui. Et ça, on arrive bien à différencier au cours d'une grossesse l'hypertension artérielle précoce du premier trimestre. L'hypertension artérielle précoce du premier trimestre, en fait, c'est une femme hypertendue qui s'ignorait et qui est rentrée dans un dépistage parce que sa sage-femme, son gynécologue, son médecin généraliste a enfin pris attention et s'est occupé de cette femme. Et pendant la grossesse, il y a des modifications hormonales très fortes qui amènent quand même à avoir des pathologies hypertensives spécifiques. Donc, c'est les HTA du second ou du troisième trimestre. Et donc, ces hypertensions qu'on appelle gestationnelles, qui sont donc en deuxième partie de grossesse, elles sont probablement plus dépendantes des modifications hormonales, mais elles sont un révélateur, tout le monde n'en fait pas, donc un révélateur d'une susceptibilité vasculaire. Et donc, c'est pour ça qu'après, même ces femmes, si après la grossesse, retrouvent une pression artérielle normale, il faut les suivre, parce qu'elles sont très à risque de développer une hypertension plus tard, et surtout très à risque de faire un événement cardiovasculaire. Alors, on arrive au terme du webinaire et dernière petite question, mais on n'est peut-être pas obligé d'y répondre, mais ça fait le lien pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée en se demandant si au final le sport et l'alimentation, ce serait pas
tout aussi efficace que les traitements. Et moi, j'irais même plus loin, la façon qu'on a d'organiser, d'aménager nos villes, etc. Et c'est là où on voit bien que cette question de l'hypertension artérielle, c'est une question de santé publique, mais qui va bien au-delà des approches potentiellement classiques qu'on peut avoir par rapport à des pathologies. Comme on le disait au tout départ et comme vous l'avez rappelé, professeur Rubin, c'est une vraie question de santé publique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on se dise qu'on mette autant de temps à prendre le sujet à bras le corps, quoi. Donc à Alors, mon avis, c'est plus qu'affaire à suivre. Ça, on est tous convaincus autour de ce webinaire. Mais voilà, est-ce que in fine, toutes les autres actions qu'on peut faire en parallèle ne sont pas, au bout du bout, tout aussi efficaces que la prise en charge de traitement à un moment donné? et je crois que de votre question, je retiens vraiment le mot en parallèle. Et c'est très important parce que il faut éviter l'inertie. C'est-à-dire, je le disais, pour contrôler un hypertendu, on a besoin souvent de 2 voire 3 médicaments. Et l'activité physique ou l'alimentation, très rarement, elles seules vont suffire à normaliser une pression artérielle. Elles vont y contribuer. Elles vont permettre un meilleur contrôle. Elles vont diminuer les événements cardiovasculaires. Elles sont majeures, ces interventions. Activité physique, diététique, et c'est majeur. Et donc, ça va être au centre de notre prise en charge. Mais attention, il ne faut pas que ces stratégies éloignent le patient d'une stratégie thérapeutique, qui sont des médicaments qui ont été éprouvés comme étant, donc qui sont maintenant pas onéreux, très bien tolérés et qui diminuent les événements le risque de mortalité de ces patients. Donc, moi, je dis vraiment en parallèle, mais pas forcément en marge d'escalier. C'est-à-dire quand vous avez un hypertendu assez sévère, il faut d'une part mettre le paquet sur son mode de vie, mais aussi ne pas oublier qu'il a une maladie, comme l'a rappelé le professeur Vigneault, et que cette maladie, il faut le traiter avec des médicaments. En tout cas, grand merci à vous ainsi qu'à Cécile, Nathalie et tous les participants au webinaire qui ont soumis des questions au niveau du chat. Sans plus tarder, je vous annonce la suite du programme. Donc, ce sera le 8 octobre. Donc, on va changer un peu de sujet, quoique on va aborder la question du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les CEPOM, mais en l'interrogeant, en se demandant si c'est pas un acte à dimension européenne. Et donc, si vous voulez en savoir plus, on vous donne rendez-vous mardi 8 octobre à la même heure, 13h, 14h. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous souhaite une bonne suite de semaine. Et à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.